Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Parler de Ain Salah pour commencer, si vous le voulez bien, et de partir de la dernière actualité qui était la sortie, ou en tout cas la réponse du président de la République, c'était avant-hier, aux manifestants. Ils l'attendaient en tout cas. Est-ce qu'ils ont été déçus ou pas? On va en parler justement dans un petit instant. Le président qui dit, grosso modo, rappelons-le, les forages tests seront achevés à très brève échéance. L'exploitation n'est pas à l'ordre du jour. Mais si c'est une nécessité à moyen et long terme, il faudra veiller au respect de l'environnement. En fait, en résumé, ça se fera. Voilà un peu. Le président semble tranchant. C'est une espèce de position, est-ce que vous partagez cet avis? C'est une espèce de position que l'on n'avait pas ressentie en tout cas, ou entendue, ou vue, ou voilà, depuis fort longtemps maintenant. Enfin, tranchant, je ne sais pas que... et le président a émis une direction où il n'est pas question de renoncer sur le fond au gaz de schiste, mais en même temps il prend des mesures en direction de la population de Ain Salah, il multiplie le discours de garantie en disant que le jour où ce sera fait, il faudra veiller à toutes les garanties soient réunies, etc. En fait, il n'a pas été tranchant. Et si les gens de Ain Salah attendaient à ce qu'il relance de manière directement à l'exploitation du gaz de schiste, je pense qu'ils attendaient trop. Ce qui est intéressant, si tu le permets, dans ce communiqué de la présidence de la République, c'est d'abord le président qui ne tranche pas totalement, qui ne dit pas qu'il y a une possibilité d'abandonner cette exploitation pour répondre un peu à la colère des habitants de Ain Salah. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est toujours la réponse par la rente. Ça veut dire la promesse de créer des wilayas délégués. Ça a été décidé. Ain Salah, Ain Ghazzam, Botbadji Mokhtar, pour ne citer que ces trois-là, sont officiellement des wilayas délégués. On annonce qu'elles seront des wilayas à part entière. On va en parler tout à l'heure, du mois de juin. Donc, c'est une réponse politique à une question par la rente aussi. C'est une réponse par l'argent. C'est la question qui a été posée par les manifestants, c'est bien stop à l'arrêt du gaz de schiste, à l'exploration du gaz de schiste et le reste. La réponse du président, c'est si c'est possible à moyen et long terme, eh ben ça va se faire. Si c'est nécessaire, eh ben ça va se faire. C'est un petit peu ça. Abed Cherif, est-ce que tu penses que le président n'est pas ferme en disant que s'il faut, ben on ira, on le fera. Il faudra à ce moment-là faire attention à l'environnement. C'est pas de la fermeté, ça? Non, je pense que pour la première fois, la réponse a été celle de l'État algérien. Il n'a pas tranché. Il a posé les termes du débat, mais pas plus. Mais cette déclaration a été phagocytée par le reste, qui est fait de démagogie et d'opportunisme. L'histoire, les wilayas, tout ça était inutile. Donc, moi, je suppose qu'il y a eu une idée, c'est une idée de base, c'est que sur le gaz de schiste, l'État algérien a des engagements, des responsabilités et des devoirs. Il doit prendre en charge cette question. Sur la base de cette idée, on a essayé de greffer des approches plus ou moins démagogiques, mensongères, opportunistes, qui ont altéré cette question, qui ont altéré cette idée. C'est ça qui est gênant dans cette réponse. Je ne sais pas, je ne suis pas vraiment d'accord. En fait, ça veut dire, quand on lit ce que tu dis là, les éléments qui viennent phagocyter, en fait, ça répond à une lecture que le pouvoir fait de la contestation de Ain Salah. Il considère que la contestation sur le gaz de schiste couvre en réalité des demandes qui ne sont pas limitées au gaz du schiste. Ce sont des demandes sociales, etc. Et il apporte une réponse sur ce terrain. Je vais essayer d'être plus précis. J'ai essayé d'imaginer comment ça a fonctionné. Il y a eu la contestation. À côté de cette contestation, il y a un problème qui est très grave
la production algérienne de gaz est devenue très insuffisante. Alors, j'imagine que face à cette vraie crise, il y a eu une concertation au sommet de l'État qui a débouché sur une réflexion, un bout de réflexion, un début de réflexion. Ce n'est pas institutionnel, ce n'est pas formel, cette discussion n'est pas formelle, mais elle a débouché sur un résultat. Attention, sur le gaz de schiste, dans 2 ans, dans 5 ans, on risque d'en avoir besoin, ça peut être vital pour le pays. Donc, il ne faut pas s'engager dans une direction d'abandon du gaz de schiste. J'imagine qu'il y a eu cette réflexion. Ce résultat est bon. La concertation est toujours bonne, même entre 2 mauvais dirigeants. Ils peuvent toujours arriver à un bon résultat. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé d'habiller ça. Comment ? En promettant à des gens de transformer leur ville en wilaya. Bon, c'est un truc populiste. Les gens Ain Salah n'aiment pas le siège de leur wilaya. Il y a des rivalités historiques, tribales, etc. On imagine que ça leur fait plaisir. Et donc, voilà, on tue une bonne idée par la mauvaise gestion. Alors, quand vous n'êtes pas tous d'accord autour de cette table, mais quand le président dit si c'est une nécessité à moyen et long terme, ben ça se fera, est-ce qu'il faut comprendre par là maintenant peut-être un message pour dire maintenant il faut mettre fin à cette manifestation, maintenant il faut arrêter, voilà, il faut reprendre la situation en main. Bon. Quels que soient les moyens qui vont être utilisés. Pour l'instant, c'est un message aussi. Pour l'instant, il faut admettre qu'il gère de manière pacifique, il n'y a pas de répression, il n'y a pas de raison pour qu'il y aille de manière brutale. Par contre, ce qu'il y a, avant de revenir sur cette... Oui. L'élément du débat qui n'est pas posé publiquement... Même si des experts comme Attar le disent, c'est l'état de nos réserves gazières. Et ça, ce n'est pas mis en débat. Et du coup, ça fausse un peu les choses et ça ne permet pas d'avoir une vraie discussion sur le gaz de schiste. Est-ce que ça peut changer la donne ? Ça peut changer la donne, d'autant plus que tout ce qui se passe, je l'ai dit, se passe de manière informelle. En fait, on est en train de discuter d'un problème de fond énorme pour le pays de manière paraformelle. Le Parlement peut discuter de cette question. Le Conseil national de l'énergie, il est habilité, mais pas uniquement habilité, il est tenu de se prononcer sur cette question. Donc, si on arrive à formaliser ce débat, à l'amener dans les institutions, que les partis débattent d'abord dans leur propre structure pour élaborer une position, et ensuite un débat au Parlement, un débat dans la presse, un débat au Conseil national de l'énergie. Quand tu dis que c'est un problème de confiance, ça Attends, je termine. Mais ça, le pouvoir sait que c'est dangereux. Parce que si on fait ces débats dans ces cadres-là, on va faire de la politique. Dans le cadre d'un état de droit. Et ça, c'est le plus dangereux. Ils préfèrent aller à la crise, à Ain Salah, y compris avec le risque de taper sur les gens, plutôt que d'aller à faire de la politique à un état de droit. Si on ouvre un débat franc, libre, sur une question aussi sensible, il n'y a pas de raison de s'arrêter sur ça. On va vers autre chose. Et voilà. Donc, alors, est-ce que l'État peut prendre le risque de réprimer les manifestations je pense que la question est là et que le contexte est très difficile. Je pense que l'État a peur du Sud. Le Sud est une région qui a toujours été délaissée par les autorités du Nord. Le secrétaire général du FLN l'a dit il y a 3 jours. Il a fait même un lapsus qui a été partagé 500 000 fois sur YouTube. Il a dit « France a atteint l'istiqlal », mais elle n'a pas voulu prendre le Sud. Donc le secrétaire général du FLN dit ça, c'est déjà un grand impair. Mais vous savez, les populations du Sud se sont révoltées plusieurs fois, notamment à Ouargla, notamment à Tamanrasset. Le Premier ministre a fait des promesses, il a ouvert des postes d'emploi. Donc je pense que c'est un risque aujourd'hui d'aller vers la répression à Ain Salah. C'est la raison pour laquelle l'État fait de la politique. C'est inédit, mais pour l'instant, je pense que c'est l'option.
Je suis gêné quand on dit que le Sud a été délaissé. On va vers une espèce de surenchère sur le délaissement. Aussi, hein. Où qu'on aille, on va entendre ce discours, cette région est délaissée. Donc, non, je ne suis pas d'accord, c'est une impression. C'est pas votre réponse, je pense. Hein, parce que là, ça me gêne. Pour te répondre brièvement, je dis cette phrase parce que les richesses viennent du Sud. Donc les habitants du Sud considèrent qu'ils sont terre de richesse et que malgré cela, ils ne ressentent pas les effets de cette richesse sur leur vie quotidienne. Est-ce que l'État peut prendre le risque de réprimer les manifestants à Ain Salah? Il ne va pas prendre le risque de réprimer. Il va aller à l'impasse, il va être incapable de gérer la situation et être amené à la confrontation. C'est son incapacité de gérer, d'abord d'anticiper les crises, de les gérer, de les manager qui va l'obliger à ça. Moi, c'était dès le départ, je l'ai dit autour de cette table, c'était ma grande crainte. C'est qu'on aille vers un pourrissement et un engrenage négatif à cause de la mauvaise gestion du gaz de schiste. C'est pas à cause du gaz de schiste. Nejma, est-ce que tu as des informations sur l'évolution de la situation depuis ce communiqué du président? Alors, oui, la réponse des manifestants, enfin des habitants en général de Ain Salah, ça a été quand même ni wilaya ni développement, Ain Salah est la victime. C'est ce qui a été scandé dans les manifestations donc, qui ont eu lieu juste après les discours, quand c'est parvenu sur la place où ils se regroupent. Donc il y a eu une première manifestation le soir même et puis hier matin, donc le lendemain matin. Donc toutes ces promesses de développement, ça a été rapidement balayé en disant non, nous c'est pas ce qu'on demande depuis le début. Notre seule et unique revendication, c'est l'arrêt des forages immédiats. Donc on refuse cette wilaya, on refuse de toutes ces promesses qui nous sont faites parce que de toute façon, c'est toujours ce qu'on nous a promis puis on n'a jamais rien vu venir. Et même si le Sud n'est pas délaissé, aller au Sud, c'est quand même une sacrée aventure. C'est peut-être beaucoup plus compliqué que d'aller à l'étranger, notamment en Europe. Ouais, une défla. Donc ça, c'est quand même une réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir... qu'un journaliste qui fait une mission dans le Sud, ça se prépare avant, on n'a pas de vol direct, on est obligé de passer par Adrar. Bon, il y a des vols directs jusqu'à Ain Salah, mais ce n'est pas quotidien, donc on n'a pas le choix sur les dates, sur les heures de départ. Voilà, sans parler, les billets sont très chers, sans parler des retards. C'est combien un billet? C'est 20 000 dinars, là. J'ai payé 20 000 dinars pour aller jusqu'à Adrar. C'est moins cher qu'à Alger-Barcelone. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? C'est typique du discours sur les régions abandonnées. Alger-Barcelone, c'est 600 km. Hein. Oui, mais Adrar, Alger-Ain Salah, c'est 2000. Mais Adrar, c'est en Algérie. Et alors Nejma, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces manifestants? En général, les règles des vols intérieurs sont toujours, même dans les pays européens, moins chères que les vols. Très abordable. C'est faux. Très abordable. C'est faux. Bon. Nejma, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces manifestants? Parce que nous, on les a vus à travers le net, on a vu des images dans les télévisions, mais toi, tu les as approchés. Qui sont ces manifestants? Parce qu'on a beaucoup parlé de manipulation aussi. J'ai pas envie de faire plaisir à Abed, mais bon. Oui, c'était pour ça que je suis partie, c'est-à-dire rencontrer vraiment ces visages, qui y sont, et puis dans quoi ils sont engagés par ailleurs, parce qu'on les voit sur la place, mais quelle est leur vie en dehors d'une mobilisation. Donc ce qui m'a frappé tout de suite, c'est que cette place qui a été rebaptisée place de la Résistance juste en face de la Daïra est devenue un campement où on vit de façon permanente. Il y a eu des maisons qui ont été construites, des raïmas qui se sont installés, des feux de camp qui sont éparpillés un peu partout, une cuisine où on prépare des repas 2 fois par jour, donc le midi et le soir pour près de 150 à 200 personnes. Une énorme citerne qui a été installée juste à côté pour faire la vaisselle et pour avoir de l'eau. On a stocké des fardeaux d'eau, de jus d'orange, de lait qui sont parvenus depuis Adrar. Donc voilà, il y a une réelle organisation, quelque chose qui est bien rodé puisque ça fait 4 semaines maintenant qu'ils sont mobilisés. Tu m'as dit qu'ils étaient convaincus que Bouteflika, le gros des gens étaient convaincus que Bouteflika allait répondre positivement.
C'est vrai qu'ils attendaient beaucoup du message du président. C'était la seule chose qu'ils demandaient depuis le début et ils pensaient que voilà, ils allaient les sauver, qu'ils ne peuvent pas les abandonner. Et bon, il y avait beaucoup d'espoir dans cette intervention du président et bon, ben, ça a été la déception, hein, forcément. Bon, elle est partiale, elle est sous le charme. Regarde, elle a des bijoux touareg. Elle va nous parler tout à l'heure de son amoureux Tergui. Bon, voilà, elle est conquise. Sincèrement, c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était un mouvement qui était les marches. Il y a des marches qui ont lieu tous les jours avec certaines des manifestantes, parce que je parle des femmes qui sont chargées de la sécurité, donc elles encadrent la marche, elles ont leur gilet fluorescent orange ou jaune qu'elles mettent dans leur petit sac et qu'elles endossent au moment de la marche. On fait le tour de la ville sur une dizaine de kilomètres, donc presque 1h30 à marcher, voilà, en scandant. On imprime chaque jour, on imprime. C'est aussi D'accord. La façon maintenant de faire maintenant du qu'il y a débat. une réponse du président, est-ce que tu sens que qu'ils sont pas un peu dans une impasse eux aussi? Quelles sont les options qui peuvent s'offrir? D'autant plus qu'il y a eu quelques dissensions déjà avant. Hein, ben là, donc hier, il y a eu une réunion qui a duré assez longtemps, toute l'après-midi, notamment avec ce qu'on a appelé le groupe des 22, donc qui s'est reformé d'après ce qui a été écrit donc dans Liberté là ce matin par le journaliste Farid. Le chiffre magique, les 22, on a dit. Le symbole, c'est fort, oui. Ouais, donc l'envoyé spécial de Liberté, d'ailleurs, qu'il faut noter, est là-bas depuis le début. Hein. Moi, je lui rends... Il faut noter son engagement et son travail parce que c'est lui qui suit, pour moi, le mieux cette mobilisation. Et donc, voilà. Et donc, à la suite de cette... De cette réunion, il a été décidé que on allait demander des garanties. Maintenant, c'est un peu comme ça qu'ils essayent de finir avec un mouvement, c'est-à-dire si de toute façon il y aura ni moratoire ni suspension. Maintenant, on veut que la population d'Ain Salah soit impliquée dans les prospections, les campagnes d'exploration et avoir des garanties que la fracturation hydraulique ne va pas polluer la nappe d'eau, puisque c'est ça qui est quand même La garantie, c'était cette commission qui avait été demandée, une commission. Donc là, il y a une commission de 5 experts de Ain Salah qui serait chargée de suivre les différentes campagnes. Ils sont dans une démarche constructive. Voilà. La conscience, en fait, cette conscience dont on a parlé la semaine dernière de la population du Sud, toi, tu l'as ressentie. Tu réponds à Abed. Tu lui dis qu'il n'y a pas de manipulation derrière. Non, clairement. C'est-à-dire que... Il n'a pas dit ça, mais il s'interroge. Depuis le début... Depuis le début, Abed est sceptique, oui ou non? Depuis le début, Abed est un petit peu sceptique. Comment tu dis? De l'environnement. Non, elle sait ce que je pense, donc ça va. Non, depuis le début, Abed est sceptique sur ce qui motive ou ce qui a motivé les populations du Sud. On a parlé de conscience de la population du Sud. Je l'apprends. Vas-y, continue. C'est pas grave, c'est dommage, hein, mais bon, on n'a peut-être pas le temps, mais on fera réécouter à nos auditeurs la semaine prochaine peut-être les interventions de Abed Sherif. Et aujourd'hui, Nejma nous dit qu'il y a une conscience qui est bien là. Et à ce moment-là, est-ce que tu peux nous dire si tu as l'impression, toi, que les choses vont évoluer sereinement ou est-ce que tu as peur d'un dérapage ? Puisque tu as été au contact de ces deux. Non, mais c'est vraiment difficile à dire. Moi, en tout cas, sur cette question de conscience, ce qui est sûr, c'est que, bon, j'en parlais, on en parlait un peu ce matin, mais Internet a joué un rôle très important. C'est-à-dire, il y a eu une interview qui était intéressante d'un des militants, Mohamed Kasmi, qui a engagé, ou Mohamed Kasmi, comme il l'appelle là-bas, parce que quand je demandais Mohamed Kasmi, personne ne le connaissait, qui disait, on a l'impression que cette mobilisation est née du jour au lendemain, le jour
jour où on a appris que cette expérience réussie du forage. Mais nous, ça fait 1 an qu'on est mobilisés, puisque le jour où il y a eu cette loi sur le vote des hydrocarbures en 2013, on savait qu'on allait être concernés, et dès ce moment-là, on a commencé à s'informer, à aller demander des avis, à faire venir des experts. Donc voilà, ça fait 1 an qu'on prépare cette mobilisation. Donc maintenant, qu'on prépare pas cette mobilisation, mais qu'on se prépare au gaz de schiste. Donc une fois que ça a été facile de déployer et puis d'en parler. Après, on voit bien que moi, pendant que j'y étais, il y a eu un petit événement avec le Wali de Tamanrasset qui était venu, qui a rencontré des citoyens, donc notamment des gens de ce groupe de 22, mais pas que, puisqu'ils étaient une trentaine. Et cette rencontre a été perturbée par une vingtaine de jeunes qui sont venus en criant Samidoun, Samidoun, voilà, comme ils crient pendant leur marche, et en les retirant, en fait, en disant non, on ne veut pas discuter. Si le Wali n'a rien à nous apporter comme réponse, on ne veut pas discuter avec les autorités. On veut un message du président, donc ce qui a été revendiqué. Ouais. Donc il y en a toujours qui sont un peu plus déterminés, ou qui sont pour des actions un peu plus visibles. Mais après, est-ce que ça va aller en tout cas, quand moi je posais la question, je discutais, que ce soit avec souvent les plus jeunes, les femmes, et je leur dirais vous irez au bout. Elles disaient oui, on ira au bout. Si on me demande d'aller mourir sur le puits, j'irai mourir sur le puits. Donc oui. Alors la réponse du président, on l'a eu hier. Il annonce un découpage administratif, un nouveau découpage de nouvelles wilayas. On a bien vu les manifestants parler de gaz de schiste, donc la réponse maintenant c'est ça, elle est plutôt politique et administrative. Et puis de nouvelles, de l'argent encore qui sera injecté. Le président annonce de nouvelles zones industrielles, plus d'argent avec l'extension des réseaux, on en parlait, avec l'extension des réseaux, y compris ferroviaires, routiers en tout cas, il en a parlé, ferroviaires. Est-ce que l'État a les moyens aujourd'hui de sa politique, d'autant qu'il y a à peine une semaine, c'était mercredi dernier, le Premier ministre nous annonçait qu'on était solennellement qu'on était en crise et qu'il fallait maintenant rationaliser les dépenses. Pas encore les moyens, on sait qu'il n'est pas en cessation de paiement. Il y a de l'argent disponible, il peut créer une wilaya déléguée. Ce n'est pas quelque chose d'énorme. Il ne faut pas aussi le penser, le fantasmer. Par contre, créer une wilaya déléguée, ça va créer de l'emploi, ça va créer de l'investissement, même si ce n'est pas énorme, qui vont créer de l'emploi. Et ça peut effectivement créer un intérêt au niveau local de la part des gens. C'est assez bien, c'est classique comme réponse des autorités, mais dire que est-ce qu'il a les moyens? Oui, il a les moyens de le faire. Ce n'est pas quelque chose. Par rapport à la politique qui a été annoncée, la nouvelle politique pas d'austérité, mais de rationalisation dont a parlé Al-Malik Sellel la semaine dernière. Non, ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'incompétence du gouvernement. Ce qu'il y avait durant les dernières années, c'est qu'on avait des budgets qu'on réalisait à 60%, 50%. Au maximum à 60%. Donc, avec la chute des prix du pétrole, on perd, on va dire, 40% des revenus. On a les 60%. Donc, on a l'argent nécessaire pour réaliser ce qu'on peut réaliser concrètement. J'ajoute que, même dans ces 60%, dans ce qu'on réalise, il y a une bonne partie qui va dans les gaspillages, la corruption, etc. Ce qui fait que, objectivement, un pays bien géré, une Algérie bien gérée, peut fonctionner avec la moitié de l'argent qui était nécessaire avant. Il n'y a pas de problème. De ce côté-là, ça m'amène à dire quoi? Ça m'amène à dire que ce n'est pas une question d'argent. Ça n'a jamais été une question d'argent. C'est une question de bonne gestion, de gouvernance. Il y a tellement de projets. Vous savez il y a un chiffre qui a été avancé. Sur 10 ans, 166 milliards de dollars d'investissements non réalisés. Vous vous rendez compte de ce que c'est? C'est 3 fois le PIB de la Tunisie. On a de l'argent, on ne sait pas quoi en faire. Donc si on va avoir moins d'argent, il n'y a aucune différence. Ça, c'est la bonne nouvelle.
La mauvaise nouvelle, c'est que ça, c'est utilisé comme discours pour cacher l'incompétence. C'est ça le problème. Et il n'y a pas de... Si tu veux pas... on avait une opportunité là, avec cette crise, de poser d'autres questions. On gaspille l'énergie en Algérie de manière absurde. C'est-à-dire, le carburant, on continue d'être le pays où le carburant est le moins cher au monde. Et donc, c'est anormal. On est au cœur de la problématique de l'énergie. Si on veut économiser, on peut reporter le moment où on sera obligé d'utiliser le gaz de schiste. On peut le reporter à un délai encore plus raisonnable, le temps qu'on soit un peu plus sûr, etc. Mais en faisant, dès maintenant, le travail nécessaire de lutte contre le gaspillage, lutte contre les trafics, mais ça, par des leviers économiques. Parce qu'avec un prix aussi dérisoire du carburant, c'est une incitation à la fraude devant les frontières. Mais dans le discours et la cohérence politique, je parlais là de l'extension des réseaux routiers, autoroutiers, ferroviaires. Dans les nouvelles décisions qui ont été prises pour gérer cette crise de l'après-pétrole, le Premier ministre avait bien dit les gros investissements, c'est fini, on va mettre ça de côté. Donc, est-ce que vous n'avez pas l'impression, en tout cas, qu'il y a encore du flou dans la démarche qui va être, ou en tout cas de l'incohérence dans la démarche qui va être entreprise dans la gestion mon de la article crise d'aujourd'hui dans le quotidien Dora, où j'essaye de lire les déclarations des ministres, les uns et les autres. Donc, s'il annonce une forme d'austérité, il n'utilise pas le mot, mais c'est ce qu'il veut dire. Ensuite, on a des ministres qui interviennent. La ministre de l'Éducation dit, mais écoutez, pour l'éducation, il n'est pas question d'austérité du tout. Le ministre de la Santé dit la même chose. Et donc, on a tous les ministres qui disent qu'il n'y a pas d'austérité. Bon, pour qui parle Sellel? Et on se rend compte que Sellel dit une chose et son contraire, et que les ministres disent une chose et son contraire. Bon, est-ce que nous sommes obligés de trouver du sens dans tout ça? Non, moi je ne suis pas obligé. On peut sommairement trouver du sens en disant que la ministre de l'Éducation parle des dépenses de fonctionnement, mais que là où ça va vraiment être touché, c'est sur les dépenses d'équipement, et qui en général étaient très peu consommées. Dans la meilleure des périodes, on parle de 50 à 60% de consommation. Donc voilà, donc les salaires, etc., vont continuer à être distribués. Par contre, il y aura moins de tramway. C'est ça l'option qui est prise. Oui. Khaled. Il y a surtout de la démagogie dans ces réponses, parce que vous avez aussi le ministre des Finances qui, il y a une semaine, avait parlé de rigueur, vite démenti par le Premier ministre, qui a dit que les secteurs clés n'allaient pas être touchés. Mais c'est vrai qu'il y a une contradiction entre le discours du Premier ministre, qui il y a 10 jours avait dit, sans prononcer le mot rigueur, qu'il fallait rationaliser. Une semaine après, on annonce de grands investissements pour les wilayas du Sud, mais je pense que c'est la seule réponse que le gouvernement pouvait donner au Sud. Ils ne peuvent pas le répondre avec l'austérité et la rigueur. Il n'y a que l'argent qui compte, et c'est le système rentier, encore une fois, auquel ils font appel.